Imaginons Grammont au début du siècle dernier. La plupart des routes ne sont pas goudronnées, l'école n'est pas mixte, l'électricité n'est pas encore arrivée dans toutes les chaumières, le nombre total de téléphones dans tout le village se compte sur les doigts d'une main, et le bureau de poste vient tout juste de faire son arrivée. Bien évidemment, le gymnase, la salle d'œuvre, le mille-club, le terrain de tennis et les terrains de foot n'existent pas. Nous voici en 1929. L'économie n'est pas au plus fort et on essaye d'oublier les atrocités de la guerre. À cette époque, il n'y a pas beaucoup d'activités divertissantes pour les jeunes. Comme partout en France, les loisirs sont gérés par la paroisse. Chez nous, il existe deux structures. L'Union des jeunesses catholiques de la Loire, l'UJCL pour les garçons, et l'Union Jeanne d'Arc pour les filles. Le théâtre étant une activité importante pour ces deux groupements, il se fait alors sentir la nécessité de construire une salle paroissiale. Nous avons fait le projet d'édifier une salle de proportions suffisantes pour contenir 200 à 300 personnes, avec une scène pour donner de petites séances et même faire un peu de cinéma. Pour réaliser ce désir d'un bon nombre de paroissiens, nous aurons une souscription à laquelle nous en sommes sûrs, tous ceux qui aiment vraiment leur petite patrie répondront avec empressement et largement. D'avance, merci. La salle dont il est fait mention est évidemment l'ancienne salle d'œuvre. Cette dernière est construite par les artisans de Grammont. Chaque habitant aide selon ses moyens financiers et certains vont aussi prêter main forte sur le chantier pendant le temps de midi. La salle paroissiale. Elle est achevée depuis 1 an et les paroissiens ont pu l'apprécier déjà. Elle n'est pas achevée de payer, mais la générosité des paroissiens n'est pas encore épuisée et ils nous encourageront en venant assister à chacune de nos séances et conférences. La bénédiction a été faite le dimanche 24 novembre 1929 par monsieur le chanoine Planchet, archiprêtre de Chazelles. Ce fut une charmante fête agrémentée par une petite séance donnée à cette occasion par les jeunes gens. 12 et 19 janvier 1931. Les premières grandes représentations données par les jeunes gens dans la salle paroissiale ont obtenu un succès qui a dépassé toutes les espérances. La Nuit Rouge fut très bien interprétée par nos artistes. « 16 mars 1931. Inauguration du cinéma paroissial avec le beau film La neige sur les pas. Ainsi, Grammont possède une salle dite paroissiale à but collectif mais sans réelle assise religieuse. Elle va devenir la place forte du village, symbole du commencement du dynamisme humain à Grammont. Cependant, l'EPI n'existe toujours pas. Les débuts de notre association sont à mettre en parallèle avec ceux de la batterie fanfare. En 1931, un groupe de copains réunis par l'UJCL et aidés par le père Chauvet se demande s'ils seraient capables de monter une clique. L'occasion leur en est donnée lors de la kermesse de cette même année en l'honneur des anciens prisonniers de guerre. Ils rassemblent leurs souvenirs musicaux de soldats pour pallier l'absence de la clique de Saint-Symphorien qui était censée animer la fête et pour la première fois, le 11 novembre 1931, quelques clairons et tambours grammoniaux jouent au monument aux morts. Cette même année, la société EPI est fondée par 3 personnalités grammognotes. L'abbé Chauvet, Pierre Desfarges et Baptiste Grattalou. Mais au fait, pourquoi donner ce nom à une association ? Le père Chauvet a voulu se démarquer des autres sociétés et il a pensé à la valeur symbolique de l'épi de blé dans une devise que les anciens connaissent. Les grains unis forment l'épi, les épis forment les gerbes. Résumons. Grammont possède une belle salle collective. La vie associative encore discrète se résume à l'UJCL et à l'UJA. Des jeunes viennent de monter une petite clique à l'aide de l'abbé. Mélangeons tout ça et laissons reposer pendant 1 année. Résultat, l'embryon d'une association apparaît. « 1932. Un drapeau à l'effigie de l'EPI est remis au fondateur par le maire de Chazelles, M. Max Fléchet. Il manquait à notre jeunesse l'élément bruyant. Nous l'avons maintenant. Une section de tambours et clairons s'est formée dans notre groupe UJCL. Un superbe drapeau, emblème du groupe tout entier, a été béni solennellement le 10 juillet dernier. Le costume fait aussi son apparition. Pantalon et chemise blanche, béret marine orné d'un épi en métal, une large ceinture bleue, ainsi qu'une écharpe verte. Il faut encore patienter jusqu'en avril 1934 pour que l'existence de l'épi soit officialisée.
Elle est tout de suite affiliée à la Fédération gymnique et sportive des patronages de France, l'ancêtre de la FSCF. Les statuts sont déposés en mars de la même année par le fondateur de l'association, Pierre Desfarges. Voici les 5 premiers articles. Article 1. Il est formé en tous les Français adhérant au présent statut une association d'éducation populaire qui prend pour titre l'Épi de Gramont. Article 2. L'association a pour but la formation physique et musicale des jeunes gens par l'exercice rationnel de la musique et des sports. Leur formation sociale, morale et artistique par des conférences, réunions d'études, séances et autres moyens appropriés afin de préparer au pays des hommes robustes et de bons citoyens et de créer entre ses membres des liens d'amitié et de solidarité. Sa durée est illimitée. Article 3. Toute discussion politique et religieuse est interdite. Article 4. L'association a son siège à Gramont, Maison des Œuvres. Il pourra être transféré dans tout autre local par décision du bureau. Article 5. L'association se compose de membres honoraires et de membres actifs. Sont membres honoraires toutes les personnes qui, voulant s'intéresser à l'association, s'engagent à verser une cotisation annuelle minimum de 10 francs. Sont membres actifs les jeunes gens agréés par le bureau qui s'engagent à respecter les présents statuts. Les jeunes gens de moins de 15 ans doivent être présentés par leurs répondants parents ou tuteurs. Voici la déclaration dans le journal officiel de 1934. Les choses sérieuses commencent donc cette année-là. Notre future batterie fanfare participe de son côté à son premier concours de musique interrégional à Gerland. L'Épi prend tout de suite un bon départ et commence tout doucement à faire parler d'elle. En juin 1937, elle gagne le premier prix de musique au concours du Puy. Le 27 juin, l'Épi s'en allait fièrement à Chazelles à l'occasion du concours de gymnastique affronter le jury de musique qui lui décerna le premier prix dans son groupe en première division. À signaler encore que l'Épi prit une part active à différentes kermesses. Chevrière en faveur des écoles libres, le Grand Quartier pour la même œuvre, Fontanet en faveur des poilus, enfin celle de chez nous pour les poilus encore. En 1939, victoire de la fanfare lors du concours à Saint-Chamond. La discipline du groupe est mise en avant. Il faut également noter les débuts de la fête de l'Épi le 7 juin 1937. Créée à l'origine pour les membres honoraires et les familles des membres actifs, elle deviendra par la suite la fête que nous connaissons tous. Le 3 septembre 1939, la France entre dans la Seconde Guerre mondiale et 6 longues années de conflits s'apprêtent à déchirer l'Europe et le monde. À Gramont, c'est au son des cloches qui sonnent le tocsin que les villageois apprennent l'entrée de leur patrie dans ce conflit. Certains Gramognos sont mobilisés, et pour les autres, la vie de guerre s'installe. Et notre petite association dans tout ça ? Eh bien, elle suit sa route. Elle continue à participer à divers concours et festivités à travers le département et la région. En 1942, elle s'enrichit d'une section de gymnastique adulte. Elle englobe les activités gymniques que l'on connaît aujourd'hui, mais aussi de l'athlétisme. Cette section gymnique permet à Gramont l'agrément à la préparation militaire pour les jeunes de notre village et des communes environnantes. L'entraînement suit généralement celui de musique puisqu'il concerne souvent les mêmes personnes. Les deux sections arrivent même à se concurrencer. On quitte l'une pour entrer dans l'autre. Ce problème ressort souvent dans l'histoire de l'Épi. Le remplaçant de l'abbé Chauvet, M. l'abbé Suza, est lui-même remplacé par l'abbé Duclos au début de l'année 1943. D'ailleurs, voici la composition du bureau de l'année suivante. Président d'honneur, Baptiste Gratalou, charcutier. Directeur, M. l'abbé Duclos, curé. Président, Pierre Desfarges, veloutier au bourg. Vice-président, Jean Relave, cultivateur au bourg. Secrétaire, Jean Télisson, veloutier au Biternay. Secrétaire adjoint, Jean Pitaval, cultivateur à Frontfroide. Trésorier, Marius Perrachon, cultivateur au Sapin. Trésorier adjoint, Pétrus Grangeon, cultivateur au Villard. Moniteur général, Eugène Pitaval, cantonnier au bourg. Pour information, un veloutier ne fabrique pas de la soupe mais travaille le velours. 2 juillet 1944. Un festival gymnique est donné par l'Épi en l'honneur des membres honoraires. Le bureau s'occupe de l'organisation de la fête et des lots pour les différents concours et jeux. À partir de cet extrait, on peut voir que la fête annuelle a dorénavant un but lucratif et sert à couvrir les frais occasionnés par la section gymnique. Ce principe est toujours d'actualité en 2012. Les gymnastes participent à leur premier concours en 1945 à l'école Saint-Louis de Saint-Étienne. Pour
concourir, il faut présenter 12 gyms dans les épreuves suivantes. Mouvement d'ensemble avec bâtonnet, course, saut en hauteur, saut en longueur, grimpée de corde et lancer de poids. Quelque temps plus tard, le 13 janvier 1947, le Conseil adopte les projets de création d'une section de gym pupille et d'une équipe de basket. Pendant 2 années, nos basketteurs participent au championnat. Les matchs se disputent le dimanche matin sur le petit terrain réglementaire aménagé devant la salle. Il se dit que seulement un match a été gagné pendant la saison. De plus, les problèmes de déplacement entravent la bonne marche de l'équipe, car après la guerre, les véhicules sont rares et l'essence est rationnée. Monsieur Fayeul ayant droit au bon d'essence en tant que maire, et la plupart du temps, le chauffeur. Voici un extrait du compte-rendu de l'Assemblée générale du 17 janvier 1948 qui se passe alors à la Cure. C'est devant une cinquantaine de personnes que le président de l'EPI, Pierre Desfarges, prit la parole. Il engagea tous les membres à faire un effort pour le bon fonctionnement de la société. Pas de clan ni de petits noyaux, mais un seul groupement où tout le monde s'aime et s'entraîne. L'EPI est un grand jeune homme plein de vigueur qui a atteint l'âge de raison et qui admet et souhaite pouvoir prendre ses responsabilités. Ce qui est écrit ici est important. Les adhérents sont fortement invités à être plus ouverts, plus à l'écoute les uns des autres. L'EPI existe certes depuis 15 ans, mais il faut que tous les adhérents soient ensemble, main dans la main, pour que l'association avance. Accélérons un peu les choses. 1950, lors de l'Assemblée générale, un 8e membre est élu au bureau. Monsieur Victor Villard, moniteur de gymnastique. Le tirage des rois est à nouveau fêté pour renouer avec les traditions d'avant-guerre. 1951. Pétrus Dumas se propose comme moniteur de gym en pupille, et la section adulte est fermée à cause du départ au régiment de Victor Villard. 1953. Extrait du compte-rendu de l'Assemblée générale. Nous n'avons guère été favorisés par le succès, mais cela est l'occasion de faire un retour sur nous-mêmes. Cette année marque aussi l'arrivée du curé Rachet. 1956. Création de la section musique, clairon et tambour pour débutants. Les moniteurs sont Jean Desfarges au tambour et Jean Tizy au clairon. Sous la direction de Jean Poula, la fanfare recueille de nombreux applaudissements. Le cinéma, quant à lui, connaît un second souffle. Une équipe est formée. Jean Balandreau et Vital Viricel sont les opérateurs. Pierre Raffard et Stéphane Charvolin sont au contrôle des entrées. Pierre Grandin et Jean Grandjon sont au service des ventes et à la buvette. Faisons un arrêt à l'année 1957, car l'EPI a déjà 25 ans. On le devine, les Grammognons ont fêté ça comme il se doit. Petit résumé des festivités. Le 30 juin, tout le village décoré par la population accueille pendant la matinée la remise officielle des récompenses devant la salle d'œuvre. Le vice-président de l'Union départementale de la Loire décore Pierre Desfarges et un représentant de l'Union épingle au drapeau la cravate fédérale, symbole à l'époque de 25 ans de soutien à la Fédération sportive de France. L'après-midi, un imposant défilé parcourt le village. Sont présents l'étincelle de Saint-Symphorien, l'étendard de la Talaudière et sa section féminine, la Jeanne d'Arc d'Isieux, la Fraternelle de Moron, l'avenir de Saint-Romain-le-Puy, l'Entente de Savigneux, l'Espérance de Vérigneux et bien évidemment l'EPI. Pour couronner le tout, la fanfare sous la direction de Jean Poula remporte pour la première fois le fanion départemental de la musique au concours de Savigneux.
Un an plus tard, en 1958, la fanfare accède à la division Excellence au concours de Bourg-Argental. Petit à petit, notre fanfare gagne des galons et de l'expérience. D'ailleurs, jusqu'au milieu des années 60, la batterie fanfare maintient son niveau avec un bon effectif compris entre 40 et 50 musiciens. Parallèlement, l'encadrement et la formation des jeunes se poursuivent. En 1967, l'EPI est toujours en division Excellence mais finit avant-dernière au concours de Villefranche-sur-Saône. Il faut noter que le nombre de fanfares a grandement diminué depuis la fin des années 50. Les choses ne vont pas en s'arrangeant. En 1973, lors du concours au Coteau, un membre du jury reconnaît difficilement la partition qu'il a écrite lorsque l'EPI l'interprète. Les musiciens éprouvent de grosses difficultés à s'adapter au nouveau rythme des morceaux qu'on leur impose. Le temps des musiques militaires est bien carré et révolu. Les 10 tambours et la vingtaine de cuivres qui composent la fanfare vont devoir trouver des remèdes à leurs faiblesses et se mettre à la page. Les solutions, nos musiciens vont les trouver et commencer à les mettre en action. Mais nous y reviendrons plus tard. 1961. À l'occasion du 48e Tour de France, un animateur d'Europe 1 demande à chaque commune traversée par le Tour de faire un accueil particulier aux coureurs. Ça tombe bien, le Tour passe par notre village cette année-là. Un groupe de filles se costume pour saluer comme il se doit les participants à la grande boucle. Par la suite, ce groupe de filles motivées continue à se retrouver régulièrement non plus pour les beaux yeux des cyclistes mais pour des entraînements de gymnastique. C'est ainsi que naît la section féminine de gymnastique nommée la Gerbe. Les poussines et les cadettes, âgées de 6 à 15 ans, s'entraînent une fois par semaine le dimanche matin. Leurs monitrices sont épaulées par les gymnastes chazelloises lors des premiers entraînements. Pour leur première année d'existence, les gymnastes ne se sentent pas d'attaque et se rendent en tant que spectatrices au concours de Roche-la-Molière. L'année suivante, notre équipe participe au concours. Voici la liste des épreuves. Barre, poutre, cheval et sol. Mais aussi saut en hauteur, grimpée de corde et course. Comme pour les garçons, à cette époque, la gymnastique englobe des épreuves d'athlétisme. J'ai oublié une épreuve et non des moindres. Avant d'exécuter le mouvement d'ensemble, il faut entonner le chant fédéral au même titre qu'une autre épreuve. Cela peut paraître étonnant vu d'aujourd'hui, mais c'était la norme à l'époque. Il faut bien sûr avoir en tête que les épreuves évoluent au fil du temps. Les barres asymétriques et le saut de cheval viennent compléter la liste et de même pour la gym masculine. En 1968, un choix difficile est à faire. La fédération demande à chaque société de faire un choix entre gymnastique et athlétisme. Il semble qu'il s'en ait fallu de peu pour que l'athlétisme l'emporte, mais il n'en fut rien. Ne me demandez pas la raison, je n'en sais rien. La Gerbe comprend alors 3 sections de gym féminine. Poussine, jeunesse, et non plus cadette, et les aînés. En 1969, on compte 36 licenciés dont 10 en aînés. Ces dernières s'entraînent le samedi après-midi. On l'aura compris, la gym féminine et masculine commencent à être bien ancrée à Gramont. Cependant, même avec toute la bonne volonté du monde, on ne peut pas faire de miracle sans de bonnes conditions d'entraînement. N'oublions pas que nous sommes en 1969 et que le gymnase et le Mille Club n'existent pas encore. La salle de 1929 est pleine à craquer les dimanches matins après la messe. Poussine et jeunesse s'entraînent en même temps que les garçons et une salle de l'usine est même mise à disposition de temps à autre afin d'être plus à l'aise. Et ne parlons même pas du matériel qui est loin d'être aussi complet et neuf qu'à l'heure actuelle. Bref, les conditions ne sont franchement pas idéales. C'est aussi à cette période que l'on commence à penser aux formations. Quelques personnes participent à un premier stage départemental en 68, puis à des stages nationaux en 69 et 70. Peu à peu, durant les années suivantes, d'autres monitrices participent à des stages. La gym masculine, elle aussi, participe aux formations. Et c'est ainsi que se met en place l'une des clés de la pérennité de l'EPI, les formations. C'est valable pour toutes les activités de l'époque et l'est toujours en 2012. Ne pas rester dans son coin et aller voir ailleurs les innovations dans tous les domaines, c'est ce qui donne sa vitalité à l'association. Une autre innovation est la participation aux matchs d'hiver en épreuve individuelle par degré avec les associations FSCF de la Loire.
Ces nouvelles compétitions exigent un entraînement personnel plus poussé et un apprentissage des exercices plus tôt dans l'année. Par contre, cela entraîne une sélection parmi les gyms, ce qui fera débat au sein de l'EPI. Vers 1973, Chevrière et Fontanet viennent grossir les effectifs de la Gerbe, ce qui aura une forte incidence sur l'évolution de la section. Les entraînements sont remaniés et Chevrière met à disposition des jeunesses une salle qui sera utilisée les dimanches matins. De leur côté, les Poussines partagent la salle de Gramont avec les Poussins le dimanche matin de 10h à midi. À partir de ce moment, chaque section a 2 heures d'entraînement par semaine. Évidemment, le but n'est pas de faire de l'EPI une usine à champions qui caracole en haut des classements, mais si on veut des résultats qui tiennent la route, il faut s'en donner les moyens. Résumons. Depuis 1968, nous avons des moniteurs et monitrices mieux formés, des entraînements plus longs et des moyens un peu plus conséquents. C'est donc en toute logique que les résultats et le niveau global s'améliorent. Allez hop, revenons en 1944. J'ai dit 1944. Merci, c'est mieux. Donc, depuis 1944, l'EPI organise une fête en plein air pour les membres actifs et honoraires. D'après les journaux, 2000 personnes affluèrent en 1952 lors des 20 ans de l'EPI. Cette fête, qui se déroule le second week-end de mai, est l'occasion de faire venir au village des sections gymniques, des fanfares, des chorales, des majorettes et d'autres groupes divers et variés qui en mettent plein les yeux. Et même si la pluie vient régulièrement rendre visite, cela n'arrête en rien l'augmentation de sa popularité. Depuis 1930, le théâtre se porte lui aussi très bien. Les différents curés assurent la mise en scène. Il faut attendre 1944 et la pièce Le Merle de Maître François pour avoir droit à la première représentation mixte. Il faut tout de même préciser que les acteurs et actrices étaient frères et sœurs. Faut pas pousser non plus. En 1954, Claudius Raffard et Pierre Bonnet prennent la relève à la mise en scène. Certaines années, la scène Gramognotte accueille même des troupes extérieures. Le groupe théâtral est devenu avant tout une équipe de copains où chacun apporte ses compétences à la mise en scène, au décor, au bruitage et au jeu de lumière. Il y a une activité qui peut paraître banale aujourd'hui, mais où Gramont était assez en avance. Le cinéma. Dès 1931, des films sont projetés. Pour un si petit village, c'est exceptionnel. Dans les années 60, les séances ont lieu le samedi après-midi avec une moyenne de plus de 100 spectateurs. Il connaît une grosse baisse de régime dans les années 70 et revient 10 ans plus tard avec le cinéma itinérant des Monts du Lyonnais. C'est-à-dire le même fonctionnement qu'aujourd'hui. Le camp de l'Épi, tout comme le théâtre, n'était pas mixte à ses débuts. En ce temps-là, pas de camping, mais un beau pré perdu au milieu de la campagne. La vaisselle se fait comme ceci. Pour se laver, on fait le strict minimum. Et pour les WC, eh bien, tu demanderas aux concernés. On demande la permission de s'installer au propriétaire du pré, on lui demande aussi une arrivée d'eau, et c'est parti.
Le tout premier camp a lieu en 1966 à Agde, dans l'Hérault. Seules les filles aînées sont présentes. Il faut attendre 1968 pour que les deux camps aient lieu, à Aiguebelette en Savoie pour les filles et à Saint-Sauveur-en-Rue dans la Loire pour les garçons. Le camp évolue et change en traversant différentes époques, en s'adaptant aux normes en vigueur, en voyant arriver de nouvelles têtes dans l'équipe d'encadrement, mais toujours en gardant sa bonne ambiance et son petit côté système D. Le camp intercommunal de l'Épi s'est déroulé du 12 au 14 juillet à Burdine dans le massif du Pilat. Tout paraît si simple quand on regarde partir les deux quarts de Gramont et Fontanet. On en oublie presque que dès le matin, deux estafettes sont parties bourrées de matériel de cuisine, de 35 tentes pour coucher les 80 jeunes et les 40 personnes de l'encadrement, d'un marabout pour servir de réfectoire et d'une tente pour la cuisine. Dès son arrivée, l'équipe de choc du matériel monte sous la pluie et le brouillard les tentes des petits, puis la cuisine et le réfectoire et pour finir installe les WC. On tire aussi une conduite d'eau et cette année, 20 mètres de fils électriques donnent plus de facilité que les lampes à gaz. Les équipes mono sont rodées. Elles savent qu'il leur faudra tenir 72 heures avec le sourire en surveillant d'un coin de l'œil le petit qui s'est perdu et le grand qui cherche à se rendre trop intéressant. L'équipe matériel et cuisine écoute les compliments inévitables. La salade n'est pas bonne, les nouilles pas salées, le saucisson trop sec, le riz qui colle et j'en passe. C'est la bonne humeur qui est le lot de tous les jours avec des temps forts comme les veillées. Malgré la fumée du camp qui pique les yeux, on chante, on écoute les blagues et chacun a prévu sa petite danse. Le tout est couronné par les feux d'artifice du 14 juillet. En 1965, des petits jeunes de 16-17 ans, sûrement inspirés par les exploits footballistiques stéphanois, fondent au sein de l'Épi l'association sportive de l'Épi de Gramont, la SEG. Ils ont depuis quelque temps l'habitude d'aller taper le ballon dans un pré un peu pentu au poteau. Et puisqu'ils en veulent encore plus, leur ténacité les conduit à fonder cette équipe et à trouver un terrain un peu plus convenable. L'ASEG dispute sa première saison en 4ème division. Son premier match s'effectue contre l'équipe de Saint-Galmier et se conclut sur un score de 2 partout. Aucune victoire n'est remportée la première saison. Les années passant, le nombre de licenciés de victoires augmente. En 1973, lors de l'accès à la 3ème division, il y a 36 footballeurs. Cette année-là, on joue sur un terrain improvisé au Freinet car le terrain communal, ancien terrain de foot vu de 2012, est en travaux. On le met aux dimensions réglementaires et par conséquent, on abaisse son niveau en décaissant, parce que les matchs qui débordent sur la route, ça commence à bien faire. Le foot continue son développement. Détaillons la saison 80-81.
On compte 85 licenciés et 5 équipes, dont 2 équipes seniors, une équipe junior, une équipe cadet et une équipe minime. On ne peut pas parler du foot cette saison-là sans raconter la Coupe nationale FSCF. Cette coupe, la SEG y participe depuis 1974 sans pour autant y briller. Plongeons-nous dans l'ambiance de l'époque. En 80-81, les seniors se qualifient de justesse au plan régional. S'ensuit une victoire dans le Loiret avec un retour difficile mais mémorable dans les congères. L'équipe enchaîne sur une victoire à Drancy par 3-2. Puis on se met à rêver. La SEG arrive en quart de finale contre Cachan. Le match se dispute sur terrain Gramogno. Hachi! Cochia. Oh là! Le score final, 3-0, est assombri par une ambiance houleuse sur le terrain. Mais passons. On a gagné, on est heureux et c'est déjà l'heure de la demi-finale disputée encore une fois à Gramont. Il y a du monde, hein? L'équipe bretonne d'Etel fait face à des Gramognos remontés à bloc et encouragés par un public venu nombreux. La défense d'Etel vole en éclats. Les buts inscrits par Desfarges, Viricel, Brouillat et Dumas s'enchaînent. Les filets bretons n'en peuvent plus et les Gramognos sont aux anges. Coup de sifflet final, 5-1. La joie éclate. Gramont va en finale. Cette belle aventure se finit à Paris contre l'équipe du Havre qui remporte la coupe par un score de 3-1 après prolongation. Fort de cette expérience, le foot continue sa route de la même manière qu'il l'avait commencé. Des équipes se créent, se défont, on grimpe et descend dans les divisions et le terrain évolue. En 1990, pour son 25e anniversaire, la SEG compte 8 équipes engagées en tournoi FFF. L'année suivante, on met en place une entente intercommunale pour pallier le manque d'effectifs. Un élément qui fut essentiel au foot et qui rend encore bien des services aujourd'hui, c'est le 1000 Club. Sa construction démarre suite à une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports qui fait construire dans toute la France 1000 clubs de jeunes. Le 1000 Club est livré démonté comme un énorme meuble suédois. Après plus de 2000 heures de travail par les bénévoles, le montage se termine en avril 1976. Ce bâtiment, qui peut sembler désuet aujourd'hui, a rendu de grands services au village et à toutes les générations d'habitants. Il a largement contribué à l'organisation d'ateliers, de soirées et d'autres événements à une époque où la notion de loisir commence à prendre une place de plus en plus grande dans la vie de chacun. L'année 1998 est placée sous le signe du foot avec notamment l'inauguration des nouveaux terrains au Flanchard. Mais malgré ces beaux équipements, tout n'est pas rose. Les effectifs s'affaiblissant, un rapprochement est décidé en 2005 avec le club de Chevrières qui traverse les mêmes difficultés. Après 40 années de football à l'EPI, un nouveau chapitre commence. La SEG se détache et après quelques évolutions s'intègre aux équipes de Chevrières, Coise et Saint-Denis-sur-Coise pour former l'avenir foot Pays de Coise que tout le monde connaît aujourd'hui. Nous avions laissé la fanfare en 1973 quand tout n'allait pas pour le mieux.
D'autres fanfares avaient du mal à suivre la marche. La saison suivante, une quinzaine de jeunes musiciens, sur les 35 que compte alors la batterie fanfare, participent pour la première fois au concours individuel et à des stages fédéraux. Fin 74, une école de musique est mise sur pied. Il y avait déjà des moniteurs pour les jeunes, mais pas encore une école comme on la connaît en 2012. Et que se passe-t-il lorsqu'on suit des formations ? Eh bien, on est mieux dans ses baskets, on appréhende différemment la musique et l'instrument dont on joue. Les résultats ne tardent pas à s'en ressentir. Ainsi, en 1975, l'année de l'arrivée des fameux blousons jaunes, la fanfare grimpe dans la catégorie supérieure. Ce qui nous conduit au début des années 80, où l'EPI présente 5 candidats aux Grands Prix régionaux individuels. On assiste à une prise en main totale de la musique, fanfare et école par la nouvelle génération. Le 14 juin 1981, la fanfare remporte pour la première fois une coupe fédérale. Elle remporte aussi la coupe récompensant la meilleure prestation en évolution sur l'air de Bouton d'Or, une évolution originale en forme de coquille d'escargot. Le 50e anniversaire de l'EPI, en 82, est marqué par l'organisation du concours régional à Gramont. 500 musiciens dans le village, ça a dû faire du bruit. Cinq années plus tard, pendant la merveilleuse année 1987, la fanfare accède à la promotion Grand Prix national. Les années qui suivent sont des années en or. L'effectif est compris entre 40 et 50 musiciens, l'école fonctionne à plein régime et le palmarès musical, individuel et collectif, s'enrichit de la mention Grand Prix national à plusieurs reprises. En cours de route, le gala de musique a été créé et la tenue est devenue la veste jaune si reconnaissable. Cerise sur la trompette, notre fanfare enregistre un CD en 1997. Les années 2000 marquent la fin de cette période faste, mais nos musiciens, certes moins nombreux, se forment toujours, concourent toujours en individuel et suivent des stages de perfectionnement. En 2012, l'école de musique rassemble de très jeunes musiciens. Leur formation a permis à une douzaine d'entre eux d'arriver sur les rangs et de permettre à la batterie fanfare de garder son niveau en Grand Prix national. En 1983, le volley pointe le bout de son nez. Composée de garçons, la première équipe joue pour le plaisir, mais très vite la sauce prend et un an plus tard, les filles prennent le relais et créent une équipe qui évolue en championnat. Nos volleyeurs et volleyeuses doivent s'entraîner à Saint-Christophe par manque d'infrastructures à Gramont. En 1990, le volley devient exclusivement féminin. Après l'équipe minime en 95, l'équipe cadette en 96, l'équipe junior en 98, c'est l'équipe senior qui s'engage en 2000 en championnat FFVB. Le volley à Gramont est une affaire qui marche. En 2005, l'équipe senior accède à la catégorie régionale et remporte pour la première fois la Coupe de la Loire. Cette même équipe accède en 2012 au niveau pré-national de la Fédération française de volleyball et s'y maintient pour la saison 2013. Le volley aujourd'hui, comme le foot en son temps, est le sport collectif qui rassemble les foules à l'EPI.
Depuis les années 70, la gym a pris goût aux formations techniques. Plus le temps passe et plus le niveau augmente. Les gyms participent aux compétitions locales, départementales, régionales et même fédérales. Les années 90 marquent la gym féminine. En 92 et 93, elle termine championne FSCF de la Loire et comme si cela ne suffisait pas, 2 d'entre elles deviennent championnes FSCF de la Loire en individuel. En 1997, les Poussines obtiennent la Coupe FSCF de la Loire et 2 ans plus tard, les Pupilles deviennent champions FSCF de la Loire. La présence d'un beau gymnase et d'équipements régulièrement mis à jour a joué un rôle crucial dans l'élévation du niveau des gyms. Mais encore une fois, l'EPI ne s'est pas transformé en usine à fabriquer des champions de gymnastique, et votre serviteur en est la preuve vivante. La gymnastique, la musique, le foot et les autres activités servent d'abord à appréhender son corps, à se dépenser, à se défouler et surtout à pratiquer une activité enrichissante. Les compétitions servent à se confronter à l'autre, à s'ouvrir à l'autre et même à voir du pays lorsque les grosses compétitions le permettent. Les stages et formations permettent d'élargir ses horizons, d'approfondir ce que l'on sait déjà et de découvrir de nouvelles pratiques. Et n'oublions pas le théâtre qui s'est doté d'une troupe enfant depuis 1988. Dans les années 90, il fait pleinement partie de la saison culturelle qui est mise en place, et chaque année on essaye de faire venir un intervenant pour s'ouvrir aux techniques et plus globalement à cet art millénaire. 3, 4. Je m'appelle Émilie Jolie. Je m'appelle Émilie Jolie. Je voudrais partir avec vous tout au bout du ciel. Sur vos ailes, et je voudrais vivre avec vous ma vie. Tu t'appelles Émilie Jolie, tu t'appelles Émilie Jolie, tu voudrais partir avec nous. En 2000, la troupe ado remporte le Grand Prix régional FSCF avec le conte musical Émilie Jolie. Depuis, le théâtre est resté toujours aussi actif et on compte aujourd'hui 3 troupes, une enfant, une ado et une adulte. Et profitant de leur nouvelle scène et de leur nouveau décor dans la nouvelle salle d'œuvre, les acteurs et actrices vont s'en donner à cœur joie pour encore bien des années. Prenons du recul à présent. La première présidence fut celle de Pierre Desfarges. Nous avons évoqué cette période assez longuement et on peut la résumer ainsi. Lui et ses contemporains se sont aventurés dans la création d'une petite société et ont posé les premières bases de l'EPI. Ils n'avaient pas une ambition folle et démesurée, mais voulaient simplement faire vivre leur petite patrie. Les 2 présidences suivantes furent assurées par Jean Relave et Victor Villard. Ils confirmèrent l'essai, ancrèrent l'EPI à Gramont et continuèrent la route qui avait été tracée depuis 1932. Cette période s'est déroulée pendant les 30 Glorieuses, quand la France tournait à plein régime et que l'avenir s'annonçait radieux. Pour l'EPI, ce fut pareil. Les effectifs et le palmarès se portaient bien. Que demander de plus? Les garçons et les filles faisaient de la gym, le foot créé récemment était en bonne voie, et le camp permettait de sortir du cadre Gramonio et de découvrir la vie en communauté. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et comme la France au début des années 70, l'EPI a dû faire face à de nouveaux enjeux et à des problèmes qu'elle n'avait encore jamais connus. Ce fut à ce moment-là que Jean Desfarges prit la présidence de l'EPI. Notre association, qui avait bien vécu jusque-là, n'était plus à la page. Il fallait la redynamiser. L'arrivée du Mille Club et d'une nouvelle génération qui avait une vision et des envies différentes fit bouger l'EPI au même titre que l'ensemble de la société française qui, notamment après les événements de mai 68, avançait vers un accès plus démocratisé à la culture, à l'éducation populaire et aux loisirs. À cette même période, la FSCF proposa à ses affiliés de se tourner vers un sport sans compétition, de détente et d'évasion. Vers un sport pour tous. Toutes ces nouveautés eurent pour conséquence l'explosion du nombre d'activités à l'EPI dont certaines existent toujours.
Cours de guitare, groupes de rock et de folk avec leurs cours respectifs, sorties ski, concours de pétanque, ateliers cuir, poterie, peinture, tissage, bibliothèque, discothèque, sono, soirée à thème, projection de montage, exposition, salle des jeunes, tennis, rallye pédestre, randonnée, centre aéré, cours d'informatique, location de VTT, et je dois sûrement en oublier. Tout cela ne se créa pas en 6 jours. Ce fut une évolution qui se fit sur une vingtaine d'années et qui fut couplée aux formations dites techniques où on essaye de progresser dans sa discipline favorite et aussi aux stages d'éveil aux responsabilités. Pour intéresser la nouvelle génération, il faut lui montrer en quoi une association est utile. Ces stages sont là pour expliquer l'importance du monde associatif dans les milieux ruraux comme le nôtre, pour appréhender le rôle des différentes générations au sein des structures associatives et montrer comment se faire une place au sein de tous ces adultes parfois un peu trop sûrs d'eux. La gazouille dont on aurait du mal à se passer aujourd'hui doit sa naissance à toute cette mouvance qui mit un accent sur la pédagogie et l'ouverture. Notre association grandissait, mais même avec le mini-club, elle commençait à se sentir à l'étroit. Après une réflexion entre la municipalité et l'EPI, il fut décidé la construction d'une salle pluridisciplinaire qui coûterait très cher pour Gramont, mais qui s'avérait nécessaire au développement du village. Vu d'aujourd'hui, son utilité n'est plus à démontrer. Au début des années 90, Jean Desfarges laissa sa place. C'est André Bouchu puis Jocelyne Villard qui le relayèrent. Les années 90, avec leurs excellents palmarès dans la plupart des activités, furent la conclusion logique aux 20 années d'efforts et d'innovation qui précédèrent. La pire des idées aurait été de s'endormir sur ses lauriers, mais il n'en fut rien. L'innovation continua plus calmement, avec la création entre autres des pitous, de la gym détente, du badminton et de la saison culturelle. Pierre Desfarges, Baptiste Grattalou et l'abbé Chauvet ne se doutaient pas que leur petit bout d'association franchirait aisément le cap de l'an 2000. Le chemin parcouru depuis la première kermesse de l'UJCL dans les années 30 jusqu'à la pluvieuse fête de l'Épi de 2012 a été immense.
L'Épi ne s'est pas égaré durant son évolution et est constitué aujourd'hui d'une multitude d'espaces différents où chacun et chacune peut s'épanouir. Les premiers statuts laissaient imaginer ce qu'est l'Épi aujourd'hui. L'association a pour but la formation physique et musicale des jeunes gens par l'exercice rationnel de la musique et des sports, leur formation sociale, morale et artistique par des conférences, réunions d'études, séances et autres moyens appropriés afin de préparer au pays des hommes robustes et de bons citoyens, et de créer entre ses membres des liens d'amitié et de solidarité. Nous voyons toute la modernité du projet des créateurs de l'Épi. Si l'aspect préparation militaire est depuis longtemps révolu, la contribution à la formation sportive, culturelle et citoyenne est plus que jamais d'actualité. Just to say you're different now, you've changed your way, I don't care, I'm through with you. You say you want me back, I say hit the road, Jack, go on now, I'm through with you. I cried so many tears for you, now I found someone who'll be true. No more tears, no more pain, you say you've changed, but you're just the same, go on now,